Bonjour les curieux et les curieuses, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous invite à la découverte ou redécouverte de Nana d'Émile Zola. Prostitution, hérédité, luxe, je vous invite à m'accompagner dans le Paris du Second Empire à la découverte du destin d'Anna Coupeau, dite Nana. Nana, publiée entre 1879 et 1880, est le 9e roman de la grande saga naturaliste des Rougon-Macquart d'Émile Zola. Si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire sur le naturalisme et sur Émile Zola, je vous invite à consulter les analyses disponibles en barre d'infos pour en savoir plus. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur l'Assommoir de Zola, vous êtes déjà familier de l'enfance de Nana, fille de Gervaise et de Coupeau. Elle qui a grandi dans la misère au sein du quartier populaire de la Goutte d'Or va connaître une ascension fulgurante et vivre dans un luxe démesuré. L'action du roman commence en 1867 et s'achève en 1870, c'est-à-dire au moment du déclin du Second Empire. Zola fait référence aux tensions grandissantes entre la France de Napoléon III et la Prusse d'Otto von Bismarck. Il décrit dans Nana un empire qui s'écroule à cause des hautes sphères corrompues qui dilapident l'argent dans la luxure et le luxe. La prostitution ne constituait pas un délit sous le Second Empire, mais elle était réglementée et les filles devaient être enregistrées. Nana n'est pas une prostituée ordinaire, mais une demi-mondaine ou cocotte, c'est-à-dire une femme entretenue par des hommes riches en échange de faveurs sexuelles. À l'époque, les demi-mondaines telles que Cora Pearl, Léonide Leblanc et Blanche d'Antigny connaissent un grand succès auprès des hommes promis à un mariage sans amour et sans éclat. C'est notamment le destin du comte de Muffat qui n'a clairement pas connu le bonheur conjugal ni sexuel avec sa femme. La réciproque étant évidemment vraie. Compte tenu de la profession de Nana, il n'est pas étonnant de remarquer que le lit occupe une grande place dans le roman. Le lit où Nana se prélasse pendant que ses admirateurs patientent sur le pas de sa porte, le lit où Nana accueille ses amants. Un de ses amants dépensera 50 000 francs pour lui en fabriquer un, car Nana rêvait d'un lit comme il n'en existait pas, un trône, un hôtel où Paris viendrait adorer sa nudité souveraine. La première fois que le lecteur rencontre la Nana adulte, il fait la connaissance d'une femme libérée qui, après une attente interminable pour les spectateurs, fait son entrée sur la scène d'un théâtre parisien. Elle était nue, avec une tranquille audace, certaine de la toute-puissance de sa chair. Ses épaules rondes, sa gorge d'Amazone dont les pointes roses se tenaient levées et rigides comme des lances, ses larges hanches qui roulaient dans un balancement voluptueux, ses cuisses de blonde grâce, tout son corps se devinait, se voyait sous le tissu léger, d'une blancheur d'écume. C'était Vénus, naissant des flots, n'ayant pour voile que ses cheveux. Nana est une femme éprise de liberté et qui le revendique. Elle refuse de se laisser emprisonner, que ce soit par le mariage ou par un accord financier. Elle ne cède pas facilement et n'hésite pas à faire poireauter ses amants sur le pas de sa porte. Elle est présentée comme une dangereuse tentatrice qui, telle une sirène antique, attire les hommes vers le rivage. Plus on tourne les pages et plus c'est la démesure. Nana en demande toujours plus et ruine les hommes les uns après les autres. La ruine n'est d'ailleurs pas le pire destin qui peut attendre les amants de Nana, puisque certains mourront. Nana est, selon le journaliste Fauchery, la mouche dorée, celle qui venge les gueux et les abandonnés, dont elle était le produit. Cependant, si elle venge en quelque sorte son milieu, elle ne semble pas le faire consciemment, et ne le revendique pas. Nana est malgré tout une femme vulnérable. Malgré cette liberté affichée, elle apparaît esclave de son vice. Trop au chaud dans son luxueux hôtel particulier, elle s'ennuie et décide d'aller faire le trottoir. Si Nana met les hommes à ses pieds, elle, c'est une femme, Satin, qui la fait courir partout. Elle s'est également faite dominer par un homme violent, Fontan, pour qui elle se prostituera.
Dans l'œuvre de Zola, l'hérédité apparaît comme une fatalité, une malédiction. Nana n'a pas le vice de l'alcool, comme son père et sa mère, mais elle a celui de la luxure et de la paresse. Le journaliste Fauchery utilise sa plume acerbe pour écrire que Nana est née de 4 ou 5 générations d'ivrognes, le sang gâté par une longue hérédité de misère et de boisson, qui se transformait chez elle en un détraquement nerveux de son sexe de femme. Louiset permet aussi à Zola de relancer sa théorie de l'hérédité. Puisqu'il est le fils de Nana et donc le rejeton d'une famille qui a une tare, il a alors le sang pauvre qui le condamne à avoir une santé très fragile. C'est d'ailleurs via son fils que Nana contractera la vérole qui leur sera fatale à tous les deux. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du roman, si vous l'avez lu, et quelles autres œuvres vous aimeriez voir sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et en attendant, restez curieux.